Bonsoir madame, bonsoir messieurs, nous sommes très heureux une fois de plus de vous retrouver dans ce beau cadre de notre émission Point de vue. L'entrepreneuriat reste, vous le savez, c'est la suite d'une des émissions que nous avons eues à vous présenter dernièrement. L'entrepreneuriat donc reste le seul moyen de booster l'économie et de réduire le chômage. Le gouvernement de la République démocratique du Congo l'avait bien compris et a mis en place des structures ainsi qu'un ministère destiné à promouvoir la classe moyenne et à réduire le chômage. Eh bien, ce gouvernement de l'entrepreneuriat et des PME a mis en son sein et a développé un programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Eh bien, c'est de cela qu'il sera question aujourd'hui, puisque nous avons fait venir sur ce plateau un spécialiste en communication de ce que nous appelons PADM-PME, c'est-à-dire Programme d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Eh bien, c'est notre ami Jean-Luc Moilou. Merci d'avoir accepté, Jean-Luc, notre invitation pour pouvoir nous éclairer sur l'importance de l'entrepreneuriat, surtout en faveur des jeunes, en faveur des femmes et aussi en faveur des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas accès aux banques. C'est cela. Alors, d'abord, il faudrait que nous puissions comprendre ce que c'est ce programme d'appui au développement des micros et des PME. Merci beaucoup, Oscar. Merci à la RTNC qui nous reçoit dans le cadre de ce magazine Point de vue. Pour parler vite et parler bien, nous allons dire que le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, c'est en fait la mise en œuvre d'une vision, la mise en œuvre d'un programme, la mise en œuvre d'une stratégie qui avait été décidée par le gouvernement de la République pour adresser une difficulté qui s'était dressée sur son chemin en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Vous savez qu'entre 2008 et 2012, le monde entier avait été secoué par une crise financière de grande envergure. Et en ce moment-là, il y a eu crack boursier au niveau des plus grands marchés dans le monde. Et l'économie congolaise, qui dépend essentiellement de l'extérieur, avait été sérieusement secouée par cette crise financière. Pourquoi? Du fait que la RDC était un pays qui ne dépendait pour faire vivre son économie que d'un seul produit. On va le dire tout de suite, il s'agit essentiellement du cuivre que nous exportions brut. Des minéraux. On ne va même pas parler des minéraux en général. Il y a très peu de temps seulement, en arrière ici, qu'on a commencé à parler d'autres minerais. Le minerai principal qui nourrit le trésor congolais s'appelle le cuivre. Et avec cette crise financière internationale, il y a eu effondrement des cours des métaux et notre économie en a été sérieusement impactée, et ça de manière très négative. Alors, dans la recherche de solutions pour adresser cette problématique, un diagnostic avait été posé. Le diagnostic disait que l'économie congolaise n'était pas assez diversifiée, ce qui tombait d'ailleurs de nu carrément, oui, ce qui simplement est une réalité, d'ailleurs. Parce que l'économie congolaise ne dépendait que d'un seul produit. Et alors, le diagnostic posé, il fallait ensuite déterminer une stratégie pour pouvoir régler le problème. Et la stratégie a été trouvée en 2015 et validée de manière définitive en mai 2016. C'est coulé dans un document qui s'appelle Stratégie nationale de développement des PME, qui a déterminé plusieurs axes d'intervention pour pouvoir transformer l'économie congolaise. Donc, quitter le modèle ancien, le modèle d'exploitation amené par la colonisation, l'économie des rentes, qui consistait à puiser les ressources naturelles de la RDC pour pouvoir les transformer ailleurs et enrichir d'autres personnes. Et donc, la nouvelle méthode, c'est la diversification, et une diversification qui passe par la production à l'intérieur. C'est comme ça que le gouvernement, avec la stratégie nationale de développement des PME, a commencé à chercher des moyens de mettre en œuvre ce document, et il a pu accrocher en 2018
un financement auprès de la Banque mondiale et un accompagnement technique. Un financement de combien? 100 millions de dollars américains. 100 millions. Exactement. Et ce financement sert à mettre en œuvre le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Et nous sommes là-dedans aujourd'hui. Alors, ce programme est déjà lancé? Le programme a été lancé depuis mars, ou plutôt depuis février 2020. Février 2020. Février 2020 à Lubumbashi. Au bénéfice de qui? Au bénéfice des Congolaises et Congolais, au bénéfice principalement, tel qu'il a été conçu, des femmes micro-entrepreneurs, au bénéfice des jeunes entrepreneurs et au bénéfice des petites et moyennes entreprises qui rencontrent certaines difficultés à pouvoir lever des fonds sur le marché financier, qui est d'ailleurs très étroit. Et ce programme sert également au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème des PME. Le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM-PME, est issu de l'accord de financement conclu le 21 septembre 2018 entre notre pays et l'Association internationale de développement. C'est un programme gouvernemental pour le soutien à l'entrepreneuriat en faveur des femmes et des jeunes, ainsi que des PME généralement exclus du système financier classique. Il vise à augmenter la part des PME dans l'économie nationale par l'octroi des subventions en nature et en espèces pour les entrepreneurs qui évoluent dans l'agrotransformation, la petite industrie et les services à valeur ajoutée. Le projet s'exécute jusqu'en décembre 2023 dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi. Mais il y a une façon de faire pour pouvoir accéder au financement ou aux appuis du projet. Il faut évoluer dans des critères de sélection. Des critères. Nous allons arriver au niveau des critères de sélection lorsqu'on va parler des concours de plans d'affaires. D'ailleurs, l'actualité la plus récente du PADEM-PME, c'est la finalisation des candidatures pour la catégorie des jeunes entrepreneurs dans le cadre du concours de plans d'affaires qui permet de sélectionner les bénéficiaires finaux de ces appuis. C'est en cours? C'est en cours. Nous venons de clôturer pas plus tard que le week-end dernier le programme de réception des candidatures des jeunes qui avaient été sélectionnés depuis le mois de juillet. Ils étaient au nombre de 1550 jeunes de 18 à 35 ans évoluant dans les secteurs couverts par le projet. Et j'étais en train de vous expliquer les secteurs couverts par le projet. Oui, ce secteur-là. C'est essentiellement des secteurs de transformation comme l'agro-transformation, c'est-à-dire la transformation des produits agricoles, l'industrie légère et puis les services avec valeur ajoutée. Et le projet s'exécute, vous l'avez suivi dans l'extrait d'introduction de cette émission. Le programme s'exécute sur 4 villes, Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi, et cela de manière pilote, en attendant qu'il soit étendu à d'autres villes et à l'ensemble du territoire national. Alors, revenons au profil des présélectionnés. Oui. Il faut d'abord, pour parler du profil des présélectionnés, il faut parler des principaux bénéficiaires, comme vous le disiez tout à l'heure. Ce projet a 4 types de bénéficiaires principaux. On va dire, le projet a 4 guichets. Le premier guichet, c'est le guichet qui concerne les femmes micro-entrepreneurs, à partir de 18 ans jusqu'à 65 ans. Ces femmes vont recevoir une formation en entrepreneuriat, mais c'est une formation d'un type spécial qui forme la mentalité entrepreneuriale, le comportement entrepreneurial de manière spécifique dans un contexte difficile comme le nôtre. Et donc ces femmes vont recevoir une subvention en nature pour permettre de développer leurs affaires dans les secteurs que nous avons cités. Ça, c'est le premier guichet, femmes micro-entrepreneurs. Et ce guichet se rapporte également à la première sous-composante du projet, qui est soutien aux femmes entrepreneurs. Le deuxième guichet concerne les jeunes entrepreneurs. C'est des jeunes de 18 à 35 ans, évoluant dans les 4 villes que nous avons citées, et qui possèdent soit une entreprise de moins de 2 ans, soit simplement une idée d'affaires.
Pourquoi? Parce que le gouvernement a voulu encourager les jeunes à ne plus être un problème pour la société. Chaque année, sur les antennes de la RTNC ici, nous avons été accoutumés à des discours du genre « L'université de Kinshasa a mis sur le marché de l'emploi autant de personnes ». Mais c'est quel marché de l'emploi? Ce marché qui tend vers le taux zéro. Nous voulons maintenant, avec notre gouvernement, que les jeunes ne soient plus un problème pour la société, mais qu'ils soient plutôt la solution pour la société. C'est pourquoi nous avons voulu, dans le cadre de ce projet tel qu'il a été formulé, aider les jeunes à être également créateurs d'emplois à travers la création d'entreprises. Ça, c'est le deuxième guichet. Le troisième guichet concerne les PME qui sont considérées comme étant celles disposant d'un potentiel de croissance, celles qui peuvent encore se développer, mais qui éprouvent des difficultés à pouvoir accéder à un marché financier du reste très étroit. Ça, c'est le troisième guichet. Mais puisque le projet a pensé de manière structurelle, et il a été ainsi élaboré, nous avons également pensé à tous ceux qui assurent un encadrement à cet environnement ou à cet écosystème des PME pour leur apporter également des appuis qui consistent en des renforcements des capacités. Alors, si je comprends bien, les bénéficiaires, ce sont ceux qui sont déjà effectivement sur le terrain, où il y en a qui amènent tout simplement des projets sur le papier, qui vous les déposent, et après étude, vous venez au secours. Exactement. Selon tout ce que je viens de dire, les bénéficiaires sont des PME qui existent déjà, hein, selon les catégories. Oui, mais les femmes et les hommes. Les femmes et les jeunes. Et les jeunes. Les femmes, c'est également celles qui ont déjà du vécu dans le domaine entrepreneurial. Oui, nous leur accordons un encadrement qui leur permette d'améliorer leur rendement. Oui, alors les jeunes maintenant. Les jeunes, je l'ai dit également, ce sont des jeunes qui disposent déjà d'une entreprise, mais pas seulement eux, il y a également ceux qui ont simplement une idée. Oui. Pas plus tard qu'au mois de juillet dernier, nous avons lancé l'appel à candidature et nous avons collecté plus de 1550 candidatures et ces jeunes ont été formés en entrepreneuriat. Ils ont été formés sur la manière de constituer et de mener une entreprise. À l'issue de cette formation qui s'est tenue en bootcamp, c'est-à-dire en camp d'entraînement, nous les avons conduits à élaborer des plans d'affaires qu'ils viennent de soumettre dans le cadre du concours des plans d'affaires. La deuxième phase, c'était la soumission de leurs plans d'affaires qui vont maintenant être évalués par des experts du domaine de l'entrepreneuriat pour pouvoir déterminer ceux qui entreront de manière définitive dans le programme des appuis avec une subvention d'une moyenne de 15 000 $ et également un accompagnement, un réseautage et même du mentorat jusqu'à la connexion au marché. Parce que le projet tel qu'il est conçu... Là, c'est le cheminement. Oui. Il y a le recrutement, il y a la formation et ensuite... Il y a le financement et puis l'accompagnement. D'accord, mais le financement sur base de quoi? Sur base des besoins exprimés. Exactement. Oui. Que ce soit pour la catégorie des femmes, oui, la catégorie des PME établies à potentiel de croissance ou pour la catégorie des jeunes, il y a chaque fois la présentation d'un état de besoin. Ce que nous appelons plan d'affaires. Vous descendez sur le terrain tout de même. Exactement. Le projet est mis en œuvre de manière très concrète avec des partenaires de mise en œuvre qui ont la technicité voulue et qui ont également la mission de rencontrer les PME au cœur de leur exercice au quotidien. Dans les extraits du film que nous avons réalisé, que vous passez, vous voyez que nous descendons sur terrain, nous allons visiter les PME et dans le processus des appuis que nous apportons, il y a non seulement le financement et un financement gratuit que nous appelons la subvention, il y a également un accompagnement technique. On ne peut pas faire l'accompagnement technique en s'enfermant dans nos bureaux climatisés de la Gombe. Il faut aller là où se trouvent ces jeunes gens, à Goma,
à Kisangani, Kisangani, on arrivera plus tard, peut-être que je parle comme un prophète, à Kinshasa, à Matadi et à Lubumbashi. Donc, nous allons au plus près des PME, nous partageons avec eux leur quotidien. Je vais vous dire que chaque entrepreneur qui est en programme avec le PADEM PME est suivi de manière très particulière par un coach qui va l'aider à cheminer au quotidien. Et à la fin, il y a une évaluation qui est prévue? Bien sûr, le projet a des indicateurs. Dans le cadre de ce projet, l'État a trouvé les 100 millions de dollars. Ce n'est pas des 100 millions de dollars qu'on distribue comme des cacahuètes. Nous recevons parfois des observations ou des critiques au sujet de tout ce qui est mis en place comme dispositif pour pouvoir accéder aux bénéfices du projet. Mais je vais vous dire que c'est très utile. Pourquoi? Parce que l'État poursuit des objectifs. Ce n'est pas pour rien que l'État est allé chercher cet argent. Ce n'est pas pour rien que l'État a mis en place la stratégie nationale de développement des PME. Nous nous sommes donné les moyens de pouvoir atteindre les objectifs de l'État qui sont de créer de l'emploi pour les Congolais, mais également d'augmenter la contribution des PME dans l'animation de l'économie nationale. Un autre des objectifs, c'est de pouvoir contribuer à la création de la richesse nationale. Ouais. Vous avez suivi le président de la République dire qu'il voulait, à l'issue de son mandat, aider à créer des millionnaires congolais. Les millionnaires, on ne les crée pas par de salaire. Le salaire, c'est la rémunération des esclaves. Tel que je suis là, l'argent que je vais toucher à la fin du mois, il est déjà dépensé dans ma tête. C'est des charges fixes. Il est difficile de pouvoir réaliser une épargne sur les salaires pour pouvoir s'enrichir. Hein? C'est à travers l'entrepreneuriat qu'on accède à la création de la richesse. Le montant alloué, il est remboursable à la fin? Non, non, j'ai dit que le financement que l'État donne aux PME, que le financement que l'État donne aux femmes micro-entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs, et même à toutes les structures d'encadrement des PME, c'est une subvention. Donc, c'est un financement sans remboursement direct. Le remboursement peut être indirect. Comment? À travers la performance des PME, à travers la performance de tous ces entrepreneurs, lorsqu'ils vont créer de l'emploi, lorsqu'ils vont développer leurs entreprises, l'État va pouvoir capter le bénéfice de toutes ces entreprises à travers la fiscalité, à travers toutes sortes de contributions à la caisse nationale. Et on impose la méthode de gestion? Absolument pas. Nous sommes ici dans une démarche, pédagogique. Je vais vous dire, et nous le savons, ceux qui suivent, dans notre pays, nous n'avons pas été formés à la culture entrepreneuriale. Depuis l'histoire coloniale, qu'est-ce que le colonisateur a fait? Le colonisateur est venu chercher des esclaves pour pouvoir alimenter son industrie, pour pouvoir développer son industrie. Et même lorsqu'il fallait former des cadres, on a formé des exécutants. Et nous sommes restés à peu près sur le même modèle. Je suis d'ailleurs très réservé lorsque je dis à peu près. Nous sommes restés dans le modèle où on a mis dans la tête de chaque enfant de Lubumbashi que tu devrais travailler à l'école pour devenir agent de la Gécamine. Hein, et même, il suffit de voir même l'orientation à l'université. On étudie, on s'oriente, option géologie. On va voir à Kinshasa ici des jeunes gens qui vont dans nos universités, qui regardent le terrain et qui voient où est-ce que je peux aller étudier. Ben, je vais dans l'institution qui enseigne l'informatique. Demain, je vais faire réseau et télécom parce que je vais aller travailler dans une entreprise de télécommunications. Lorsqu'on est à Matadi, on fait en sorte qu'on puisse travailler à l'ONATRA parce que là-bas, c'est le port. Hein? C'est comme ça que nous avons été formatés. Nous avons été formatés à travailler pour l'économie des grandes entreprises. Et ben, lorsqu'on travaille pour l'économie des grandes entreprises, on travaille pour les grandes entreprises. Si les entreprises appartiennent à l'État, ben on travaille pour l'État. Si elles appartiennent à des privés, on travaille pour des privés. Si à la suite de l'évaluation, vous vous rendez compte que l'expérience n'a pas été concluante?
Nous sommes dans une démarche pilote et aujourd'hui, je suis très à l'aise, très confortable de pouvoir dire que... C'est un cas que vous avez déjà constaté. Jusqu'ici, tel que nous évoluons, les résultats que nous avons engrangés jusqu'ici sont très, très encourageants. Vous l'avez vu à travers le petit film que nous avons amené, avant même que nous n'ayons déployé le financement. Les entrepreneurs qui ont été attentifs, par exemple dans le cadre du concours des plans d'affaires, ont compris qu'ils étaient dans autre chose que l'entrepreneuriat. C'est aujourd'hui, avec les méthodes que nous avons appliquées, avec la formation que nous avons donnée, les gens ont pu développer leur mental entrepreneurial. Ils ont pu également développer leurs compétences en termes des nouvelles connaissances et ça ne s'est pas arrêté, ça va se poursuivre. Nous ne sommes qu'au début. Tel que nous évoluons, c'est très encourageant et nous sommes sûrs que au terme de ce projet, en 2023, nous aurons réalisé un très bon saut qualitatif. Mais il y a en ce qui concerne le projet. Interminables, c'est la question des taxes et des impôts parfois qui étouffe ces jeunes entrepreneurs. Exactement. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que le projet existe. Pensé à ça, oui. Le projet a été pensé, je vous l'ai dit, à travers la stratégie nationale de développement des PME. Le problème a été pris en compte dans la conception de manière globale. Le projet ici est un tout. Vous verrez qu'il y a principalement 8 axes d'intervention. Et dans les 8 axes, on prend en compte la formation, on prend en compte le financement, on prend en compte la création des marchés, ce qui a un besoin, on prend en compte l'amélioration du climat des affaires. Et ça, c'est très important. Je vais vous dire, je parle depuis tout à l'heure du projet d'appui au développement des PME, mais en plus du projet, dans le cadre de la stratégie nationale, le gouvernement a mis en place un programme, le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, qui est beaucoup plus global en ce moment. Le gouvernement a mis en place d'autres instruments, comme le Fonds des garanties de l'entrepreneuriat au Congo. Il y a même une restructuration. Vous travaillez en collaboration avec tous ces programmes. Nous dépendons du gouvernement. Nous sommes le gouvernement congolais. Oui, mais d'accord, mais vous devez travailler en collaboration avec les autres. Il ne faut pas aller chacun dans sa direction. Non, bien entendu. Ouais. Nous ne pouvons que travailler ensemble avec les autres. C'est pour ça que le projet soutient même toutes les structures qui apportent un appui ou un encadrement au PME, y compris les structures étatiques. Ouais. Alors, si nous évoluons avec cette façon de faire, à la fin du projet, c'est sûr que les résultats seront non seulement atteints, mais également dépassés. Haïti OT Africa, c'est une combinaison de 2 mots. Quand on dit Haïti, on voit quelqu'un qui travaille dans le numérique. OT, c'est Open Talk. Pourquoi? Parce que le Open Talk, ça fait partie du début de notre histoire. Nous sommes producteurs de semences et nous sommes aussi dans la transformation d'huile végétale. Quand nous voyons l'huile végétale, nous voyons l'huile de soja, de tournesol et d'arachide. C'est ce que nous faisons. Et je suis entrepreneur et je suis promotrice de l'entreprise Do-It. Et mon établissement s'appelle Glody Rénové, Gloire à Dieu Rénové. Un jeune entrepreneur congolais dans la filière du développement des applications informatiques. Nous sommes dans l'ingénierie d'incubation des œufs en général, avec une particularité, l'ingénierie de découverte des œufs de volaille. Moi, j'évolue dans la transformation des produits agricoles locaux, mais mon produit phare, c'est les maniocs. Oui. Les maniocs que je transforme en farine panifiable d'abord. Et on a encore d'autres sous-produits. Alors, au-delà de la menuiserie qui est le plus connue ici en province et ailleurs, surtout à Kinshasa, nous avons le tourisme. Moi, j'ai commencé ce boulot en 1990. À l'époque, je n'avais pas de moyens. Mais moi, j'ai pu remarquer, mais je souhaiterais peut-être
travailler d'une autre manière. Nous avons donc réfléchi sur comment nous pouvons faire pour que nous ayons ou que nous proposions à la République une plateforme qui pourra offrir à tous le même enseignement de qualité. Et c'est comme ça que nous avons commencé à réfléchir, moi et mon cofondateur qui est Guy José, qui est juste ici avec moi, comment nous pouvons mettre en place des contenus pédagogiques en ligne pour tous les enseignants de la République, une sorte d'encyclopédie de l'enseignement officiel. J'ai commencé en 2016 en RDC, parce que je suis arrivée l'année d'avant. J'étais venue en congé et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fast-food. La RDC étant dans un tremplin économique, on dira, j'ai décidé au fait de prendre cette opportunité d'affaires et d'apporter une manière de restauration qui allait plus avec le mode économique du pays. Donc les Congolais ont besoin de manger dans un cadre propre, avec des moyens pas forcément très élevés et des produits abordables. Donc je me suis dit qu'il fallait que je crée une chaîne de fast-food. J'insiste encore sur les taxes et l'impôt qui étouffent ces jeunes entrepreneurs. Mais est-ce qu'en amont, vous ne travaillez pas avec le ministère des Finances ou la DGI pour essayer quand même d'alléger certaines impositions? Exactement. Je venais de vous dire tout à l'heure que le projet a été conçu de manière globale et j'étais en train d'énumérer les différents axes du projet. Dans les différents axes du projet, il y a un axe, j'en viens, il y a un axe qui se rapporte à l'amélioration du climat des affaires. Je vais vous dire qu'au mois de juin dernier, le gouvernement a finalisé, à travers un atelier, 2 avant-projets de loi sur l'entrepreneuriat et le deuxième projet, c'est sur l'artisanat. Dans le cadre de ce projet, on va appliquer un régime spécial d'incitation pour tous ceux qui travaillent dans le secteur des PME. Donc jusqu'ici, c'est un secteur qui n'était pas encore totalement organisé. Et nous sommes en train d'organiser. Et la question de la pression fiscale ou la question du climat des affaires de manière générale a été prise en compte à travers les différentes actions, les différentes activités qui sont déployées et qui sont soutenues par le projet. Oui, d'accord, mais ce ne sont pas les gars qui... Je peux vous dire, si vous permettez, de manière tout à fait spécifique, les entreprises qui sont en programme avec nous, les PME qui sont en programme avec nous, nous avons sollicité du gouvernement une exonération sur tout ce qu'elles vont faire comme investissement, et cela est à l'étude et en voie d'être accordé. Même dans les importations et tout ça. Exactement, c'est bien cela. Ces entreprises, les PME, je vous ai parlé du concours, le COPA pour les PME. Oui. Au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà procédé au décaissement de plus de 80% des subventions qui sont destinées à ces PME. Et l'essentiel de ces subventions, telles que nous avons reçu le plan d'affaires, concerne les acquisitions des équipements et des technologies. Et pour cela, nous avons sollicité une intervention du gouvernement à travers notre ministère, le ministère de l'Entrepreneuriat et des PME, qui a saisi le ministère des Finances pour obtenir des facilités dans l'importation des équipements et des biens qui concernent toutes ces entreprises qui sont en train d'opérer dans le cadre du programme des COPA. Mais de manière plus globale, la question sera prise en compte dans les nouveaux textes qui sont en train d'être finalisés et qui seront présentés très prochainement au Parlement. Alors, vous les suivez pendant combien de temps, ceux qui sont en programme avec vous, pendant combien de temps? Il est prévu, puisque le projet est limité dans le temps, un accompagnement de 6 mois. C'est l'accompagnement technique. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Au-delà de l'accompagnement technique que nous faisons dans le cadre du projet, nous avons pensé à la pérennisation des bénéfices du projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cadre de ce projet, il y a une activité spécifique qui concerne ce qu'on appelle les services de développement des entreprises. Le projet va appuyer et renforcer les capacités de tous les services qui apportent un encadrement ou qui apportent des services aux PME et à l'entrepreneuriat de manière générale. Ce sont des structures privées comme les structures qui aident à l'encadrement fiduciaire, comme celles qui aident par exemple pour le droit.
Et vous verrez que il va se développer de manière très professionnelle dans le jour à venir un cadre d'exercice pour les PME qui sera propice à leur développement. Alors c'est une activité, vous dites, qui doit être une intervention qui doit être pérenne, mais en 2023, la Banque mondiale va vous demander les comptes. Et ce sera fini. C'est un projet, je sais, mais en 2023 maintenant. Nous n'avons pas de problème avec la Banque mondiale qui est simplement notre partenaire technique et financier. Nous évoluons ensemble de manière très étroite. Les comptes qui pourraient nous inquiéter, et ça ne nous inquiète pas du tout, c'est les comptes que pourront nous demander les générations futures des Congolaises et Congolais. Les jeunes d'aujourd'hui qui un jour devront passer à la caisse pour demander au gouvernement qu'est-ce que vous avez fait des 100 millions de dollars des prêts que vous avez contractés auprès de l'IDA. Et je suis sûr, tel que nous avons déployé le programme, que les PME d'aujourd'hui seront très à l'aise de pouvoir répondre, en tout cas les propriétaires des PME pourront répondre en ce moment-là à ces jeunes Congolais. Eh bien, cette entreprise qui s'est développée aujourd'hui, c'est cet argent que nous avons pris en votre nom. Alors, le PADEM PME, est-ce que c'est l'unique façon d'aider les jeunes? Mais parlons surtout, je vais parler surtout des sans-emploi aujourd'hui, ceux qui sortent de l'université, qui détiennent les diplômes depuis des années, par exemple, et puis sans espoir. Pourquoi ne pas faire un appel à formation? De vous, ils viennent et vous leur inculquez, si vous voulez, une formation en un domaine ou en un autre, par exemple. Mais c'est beaucoup mieux. Oui. C'est-à-dire que vous concevez, vous, PADEM PME, vous concevez une formation, vous appelez les jeunes, sans tenir compte de quelques critères que ce soit, mais ce serait peut-être une façon de les aider. Prenez par exemple Kanyama Kassese aujourd'hui. Évidemment, c'est des gars qu'on ramasse à gauche, à droite. On ne tient pas compte des aptitudes qu'ils peuvent avoir, mais au lieu de les laisser dans la rue, on les prend, on les soumet à une formation, et puis ils deviennent utiles à la société. Alors, est-ce que au niveau de votre ministère, au niveau de votre programme, ce n'est pas quelque chose qui devrait être conçu dans ce sens-là? Oui, Oscar, c'est vrai qu'ici, nous sommes venus parler du PADEM PME et faire le point sur nos activités. Mais il faut voir la problématique de manière un peu plus ouverte, un peu plus globale. Aujourd'hui, nous avons une grande chance dans ce pays de pouvoir assister, et je crois qu'on fera mieux qu'assister, de pouvoir participer à une révolution. Et c'est une révolution économique. Ce qui est en train de se faire maintenant prend en compte l'ensemble des problématiques de la lutte et de la réduction de la pauvreté. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons aujourd'hui une vision politique. Le président de la République a dit, dans son programme, nous l'avons lu, il y a 20 piliers. Sur les 20 piliers du programme du président de la République, il y en a au moins 6 qui croisent le PADEM PME. Vous trouvez un pilier comme la formation professionnelle continue, la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion des petites et moyennes industries, la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, ainsi de suite. Et de manière globale, le gouvernement a déployé des programmes qui concernent tous les secteurs. Je ne suis pas investi de pouvoir pour venir parler au nom du gouvernement, mais je suis un peu informé par rapport à la question, parce que je suis de près tout ce que fait le gouvernement. Nous avons reçu mission et mandat de pouvoir exécuter juste un pan de ce programme et de la vision du chef de l'État. Donc, ne vous inquiétez pas, tous ceux que vous citez sont pris en charge de manière globale. Mais si nous voulons nous concentrer sur le PADEM PME, je dirais que de manière indirecte, les jeunes que vous évoquez sont également impactés par l'action du PADEM PME, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, un projet ne peut pas résoudre tous les problèmes qui se posent à l'environnement aujourd'hui. Mais nous aurons au moins posé les bases de la résolution du problème. Alors, après l'actuel COPA, il y aura encore un autre, si les fonds sont encore disponibles. Oui, le programme est séquencé. Nous sommes partis de quelque part, nous voulons arriver là où nous arrivons. Le PADEM PME est un projet pilote.
les différentes activités qui sont mises en œuvre maintenant servent un peu des laboratoires. Les résultats qui en sortiront détermineront la suite du programme. Et Dieu merci, grâce au travail et à l'implication des uns et des autres et de toutes les parties prenantes, nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir espérer un avenir meilleur, c'est-à-dire le prolongement peut-être du projet et son extension à d'autres villes, comme je l'ai dit. On ne va pas se limiter aux 4. Lorsque le ministre Eustache Mouanzi est arrivé à la tête du ministère des PME, il avait exprimé clairement son intention de pouvoir développer le projet au-delà de son cadre géographique actuel. Et je crois que nous sommes en train d'évoluer vers cela, que ce soit à travers le programme avec la Banque mondiale ou avec d'autres partenaires ou d'autres financements qui pourraient être élevés pour aller dans le sens de la concrétisation du programme que le gouvernement a si bien conçu. Et pourquoi seulement insister sur l'agroalimentaire? Ça, c'est une question quand même fondamentale. Et pourtant, il y a bien des domaines qui participent au développement, qui devraient participer au développement de ces pays. Mais vous avez insisté sur l'agroalimentaire. J'ai cité 3 secteurs en ce qui concerne le PADEM-PME. J'ai cité l'agroalimentaire, j'ai cité la petite industrie ou l'industrie légère et puis les services à valeur ajoutée. Qu'est-ce que nous recherchons? Il y a l'agriculture des bases. On dit que le Congo est un pays à vocation agricole et je suis heureux aujourd'hui, vous aussi je crois, de pouvoir citer Kanyamaka CC en modèle de ce qui est en train d'être fait pour transformer la société. Parce que ce qui sort des Kanyamaka CC, bon, c'est vrai qu'on peut consommer le maïs là directement, l'épi qui sort des champs, on met sur un babola, on mange. Mais nous voulons insister sur la transformation. Pourquoi? C'est parce que la transformation est porteuse des richesses. La transformation est distributive. Je prends un exemple que j'aime beaucoup citer. C'est l'exemple de la mangue. Je vais vous dire que dans la mangue, il n'y a rien à jeter. Si je cueille une mangue aujourd'hui, du manguier, et je la consomme, telle qu'elle, bon, c'est très bien. Mais je peux prendre cette mangue-là, la transformer en jus de mangue. Donc, sur une seule mangue, je peux retirer du jus, mais je peux également prendre la même mangue et en faire une confiture. Je peux prendre la même mangue-là, en tirer une compote. Mais je peux prendre la peau, la pelure de la mangue, la faire macérer dans de l'huile, et puis en retirer une essence qui est utilisée en cosmétique ou en pâtisserie. Je peux prendre la mangue pourrie que nous jetons, que nous croisons tous les jours, et en retirer du vinaigre. Et je vais peut-être vous étonner, vous savez que le produit ou la partie la plus riche de la mangue, ce n'est même pas sa chair, c'est la menthe. Même le noyau n'est pas jetable. Je prends la coque de la mangue, elle est fibreuse, je peux en retirer de quoi fabriquer des tapis, fabriquer des sous-produits dans le textile. Et si je prends l'amande, la partie amère qu'il y a dans la coque, on en retire un produit très cher à l'industrie cosmétique. C'est le beurre de mangue. Et vous connaissez le premier producteur du beurre de mangue au monde? Les États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas connus pour être le premier producteur de mangue. Alors, voilà pourquoi la transformation, l'agro-transformation est très importante. Et par l'agro-transformation, moi je consomme de produits congolais. Hein. Pas plus tard qu'il y a 3-4 jours ici, il y a une amie chère à moi qui m'a demandé pour son anniversaire un pack de confitures made in Congo. Elle est basée au Canada. Elle va amener au Canada de la confiture made in Congo. Imaginez maintenant qu'on envoie ce produit au Canada. Ça veut dire que si nous commercialisons ce produit au Canada, nous aurons des devises qui nous permettront de financer l'équipement. Nous sommes un pays en voie de développement, nous avons besoin de construire des infrastructures, ainsi de suite. Nous cherchons dans la transformation la valeur ajoutée. C'est ça la richesse. Alors, nous voulons sortir d'un pays qui a simplement de ressources naturelles que nous voulons amener au niveau de la richesse pure et dure, palpable. Alors, le PADEM-PME, vous n'y allez pas sans difficulté, certainement. Bon, nous avons une mentalité nouvelle. Ce que vous appelez difficulté dans le monde entrepreneurial, on appelle ça défi
ou contraintes. Ce sont des challenges qui nous poussent à réfléchir sur la manière de trouver des solutions et aller encore plus loin. Nous sommes en ce moment en train de développer un programme de formation des formateurs à l'intention des délégués des parties prenantes, des associations des femmes et des associations des entrepreneurs. Nous avons trouvé un module très intéressant qui s'appelle « Formation à l'initiative personnelle ». C'est une formation qui amène au changement du mindset, au changement de la mentalité. Nous ne devons pas pleurer devant des difficultés. Il est vrai que le contexte tel qu'il est peut nous opposer quelques challenges, quelques défis, mais nous sommes formés à pouvoir dépasser cela ou à pouvoir transformer cela pour aller beaucoup plus loin. Alors, Jean-Luc, nous terminons cette émission. Tout de même un message en direction des jeunes ou des femmes qui n'ont pas où mettre de la tête. Aïe, 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 quelle responsabilité. Bon, je voudrais dire aux Congolais, et là je les regarde bien en face, je voudrais dire aux Congolais de cette époque, de ce contexte, qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir vivre en 2021, parce qu'aujourd'hui, le Congo est en train de poser les bases d'une révolution. C'est un changement de paradigme que nous sommes en train d'installer, et c'est de là que partira l'indépendance économique que nous avons ratée en 1960. Mais pour cela, nous ne devons pas rester amorphes, nous ne devons pas dormir, nous devons nous lever, prendre l'information et pouvoir nous engager dans ce train de la transformation de l'économie que le chef de l'État a lancé, qui s'appelle l'entrepreneuriat. Et je suis heureux aujourd'hui, et je félicite les Congolais qui sont très engagés également dans ce qu'on appelle aujourd'hui le boom entrepreneurial. Donc c'est juste un message d'encouragement parce que beaucoup sont déjà là-dedans. Ce sont des héros. Ce que nous sommes en train de faire, c'est d'apporter une méthodologie pour rendre ce qu'ils font déjà beaucoup plus efficace et les conduire à des résultats beaucoup plus sûrs parce qu'on y applique la méthode scientifique. Alors, après les 4 villes pilotes, les autres vous attendent? Oui, nous sommes trop petits, nous, le PADMPM, pour pouvoir régler tous les problèmes du pays. Nous avons confiance en notre gouvernement. Nous avons confiance en notre chef d'État qui a, je le répète encore, une vision très claire sur la question. Il l'a lancé, qui veut créer des millionnaires. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours ou dans quelques mois, ou peut-être dans 1 an ou 2. Je suis sûr qu'avec un marché de plus de 80 millions de dollars américains, il y aura beaucoup de millionnaires qui vont naître du fait des appuis que le PADMPM leur apporte aujourd'hui. Mais au-delà du PADMPM, au-delà de la vision du chef de l'État, les 15 piliers mis en œuvre par le gouvernement de la République permettent d'espérer un avenir très radieux en ce qui concerne l'économie. Et nous comptons également sur les Congolaises et les Congolaises, les forces vives de cette nation qui font déjà beaucoup pour pouvoir se relever, et le pays sera relevé avec l'apport de tout un chacun. Le PADMPM peut peut-être disparaître, mais le Congo est plus grand que le PADMPM et le gouvernement a une vision beaucoup plus large. Et nous espérons qu'en tant que citoyens, nous aurons apporté notre petite pierre à l'édification de cette nouvelle économie de la RDC qui est en marche. Voilà, vous avez certainement été entendu, Jean-Luc Mwalou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Madame, Messieurs, c'est donc terminé pour aujourd'hui. À très bientôt.